Quelle est la façon la plus amusante pour quelqu'un d'avoir été découvert en train de tromper? J'étais en train de glacer le gâteau d'anniversaire quand j'ai entendu « Sortez de ma maison tous les deux ». La fête du 30e anniversaire de ma sœur Irène s'était déroulée à merveille. 40 invités, traiteurs, un DJ. Son mari, Brett, avait passé des semaines à planifier chaque détail. Maintenant, sa voix perçait à travers la musique, rauque de rage. Je me suis précipité dehors et je suis tombé sur le chaos. Irène était près de la piscine dans sa robe de soirée, le mascara coulant sur son visage. Brett pointait du doigt elle et quelqu'un d'autre, notre cousin Tat, qui était torse nu et dégoulinant. Les autres invités s'écartèrent de la confrontation. « Brett, laisse-moi t'expliquer », supplia Irène. « Expliquer quoi ? Que je viens de te trouver dans le pool house avec lui. » La musique s'est coupée. Tout le monde regardait fixement. Tate attrapa sa chemise sur une chaise, essayant de se couvrir. C'était le premier petit ami d'Irène au lycée, récemment divorcé. Brett n'avait spécifiquement pas voulu l'inviter, mais Irène avait insisté pour que la famille soit là. « Ce n'est pas ce que ça en avait l'air », dit Tate. Brett ricana amèrement. « Vraiment ? Parce que vous aviez l'air d'être à moitié nu là-dedans pendant que j'étais en train de saluer ta mère. » Irène, à ta propre fête d'anniversaire. La meilleure amie d'Irène, Maria, essaya d'intervenir. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Et tu étais au courant ? Brett se tourna vers elle. Depuis combien de temps ça dure ? Le silence de Maria fut une réponse suffisante. D'autres invités commencèrent à murmurer. La mère d'Irène sortit de l'intérieur, jeta un coup d'œil à la scène et se couvrit la bouche sous le choc. Le personnel du traiteur se figea, incertain s'il devait continuer à servir des amuse-gueules. 3 mois, dit finalement Irène, ça fait 3 mois. L'aveu frappa Brett comme un coup physique. Il chancela en arrière, regardant autour de lui la fête qu'il avait mis tant d'efforts à planifier. Les décorations personnalisées avec leurs photos de mariage. Les vidéos surprises d'amis qui ne pouvaient pas y assister. Le gâteau à 3 étages que j'avais passé des heures à décorer. J'ai besoin que tout le monde parte maintenant. Les invités se sont précipités pour ramasser leurs affaires. J'ai entendu quelqu'un chuchoter qu'ils avaient vu Irène et Tat disparaître ensemble lors d'autres événements familiaux. Un autre mentionna des SMS suspects. Les ragots se propagèrent dans la foule alors que les gens s'en allaient. Irène essaya d'approcher Brett, mais il recula. « Toi aussi, va-t'en, va rester avec lui, puisque c'est clairement ce que tu veux. C'est ma maison aussi. Plus maintenant. » Tate eut la décence d'avoir l'air honteux en se glissant vers la porte. La mère d'Irène pleurait, les suppliant tous les deux de s'arranger. Mais Brett entra et ferma la porte coulissante en verre derrière lui, laissant Irène à l'extérieur de sa propre fête. J'ai commencé à ranger, ne sachant pas quoi faire d'autre. Les assiettes en carton et les serpentins semblaient absurdes maintenant. Irène s'assit sur une chaise de piscine, toujours dans sa robe d'anniversaire, appelant ami après ami pour trouver un endroit où rester. La plupart avaient vu ce qui s'était passé et donnaient des excuses. Mon téléphone vibra avec des messages d'invités qui étaient repartis. Des photos et des vidéos circulaient déjà. Quelqu'un avait filmé la confrontation. En 1 heure, tout le monde dans notre cercle social élargi était au courant de l'aventure d'Irène. Brett réapparut avec une valise qu'il jeta sur la pelouse. « Tes affaires. Ne reviens pas sans appeler d'abord. Où suis-je censé aller ? Demande à Tate. Oh, attends. Il est aussi marié, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là que la vraie bombe est tombée. L'ex-femme de Tat ne l'avait pas divorcé. Ils étaient séparés mais essayaient de s'arranger. Elle pensait qu'il était chez son frère ce soir. Le visage d'Irène s'effondra en réalisant qu'elle avait détruit son mariage pour quelqu'un qui n'était même pas disponible. J'ai emmené Irène à un hôtel. La voiture était silencieuse, à part ses sanglots. Le gâteau d'anniversaire était sur mon siège arrière. Joyeux 30e Irène, se moquant de nous avec le glaçage rose. À l'hôtel, elle parla finalement. Je savais que Brett préparait quelque chose de grand. Il agissait de manière secrète depuis des semaines. Je pensais peut-être des bijoux ou un voyage. Elle sortit son téléphone et me montra un SMS de Brett envoyé ce matin-là. J'ai tellement hâte de ce soir. Ta surprise va tout changer. Je me sentis mal. Irène, quelle surprise! Elle haussa les épaules, vaincue. Je suppose que nous ne le saurons jamais maintenant, mais je savais que j'avais aidé Brett à coordonner.
Il avait invité les colocataires d'université d'Irène en Australie à prendre l'avion. Elle devait arriver pendant la fête. Il avait également travaillé avec son patron pour organiser une annonce de promotion. Toute la fête était censée célébrer non seulement son anniversaire, mais ses réalisations. « Vérifie ton courriel », dis-je doucement. Elle l'ouvrit et trouva un message de son patron envoyé il y a 1 heure. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème avec la fête. Nous discuterons du poste de directrice principale lundi. Irène fixa l'écran. Directrice principale? Mais ce poste n'était même pas vacant. Brett les a convaincus de le créer pour toi. Ils négociaient depuis des mois. La réalité de ce qu'elle avait gâché la frappa de plein fouet à ce moment-là. Non seulement un mariage, mais un avenir soigneusement orchestré. Brett avait été distant ces derniers temps parce qu'il planifiait de réaliser ses rêves, pas parce qu'il s'en fichait. Son téléphone sonna. La femme de Tate. « Je suis au courant pour toi et mon mari. Son frère vient de tout me dire. Tu as détruit 2 mariages ce soir. J'espère que ça en valait la peine. » Irène ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Quand je l'ai déposée à l'hôtel, elle fixa le gâteau d'anniversaire que j'avais monté, pinçant le glaçage. 30 bougies attendant d'être allumées pour des vœux qui ne se réaliseraient jamais. L'adoption. Le lendemain matin, notre discussion de groupe familial a explosé. Brett avait posté un seul message. « La surprise, c'était les papiers d'adoption. Nous avons finalement été approuvés. Je suppose que j'appellerai l'agence seule lundi. » C'est à ce moment-là qu'Irène s'est complètement effondrée. Elle a attrapé son téléphone et l'a jeté contre le mur de l'hôtel avec un cri qui m'a fait bourdonner les oreilles. L'écran a explosé en morceaux et s'est répandu sur le tapis. Avant que je puisse réagir, elle se frappait le visage. De fortes gifles qui laissaient des marques rouges sur ses joues. J'ai bondi en avant et je lui ai attrapé les poignets, mais elle n'arrêtait pas de crier qu'elle avait tout détruit pour rien, pour un homme qui n'était même pas libre. Le téléphone de la réception devait sonner sans arrêt parce qu'en quelques minutes, quelqu'un frappait à notre porte. 2 gardes de sécurité étaient là, l'air inquiet et prêts à appeler la police. J'ai expliqué que c'était une crise familiale, tout en lui tenant les bras derrière le dos, alors qu'elle essayait de se jeter au-delà de moi. Ils l'ont vue s'effondrer sur le lit, sanglotant pour le bébé qu'elle n'adopterait jamais maintenant, celui qu'ils allaient nommer d'après la défunte mère de Brett. Un garde a demandé si nous avions besoin d'une assistance médicale, mais j'ai promis que je resterais avec elle toute la nuit pour m'assurer qu'elle ne se ferait pas de mal. Ils sont partis à contre-cœur après nous avoir fait promettre de garder le bruit au minimum. Je me suis assise par terre à côté du lit, pendant qu'Irène pleurait jusqu'à s'endormir, se réveillant toutes les heures en haletant pour ce qu'elle avait perdu. Le lendemain matin, elle s'est levée à 6h, insistant pour que nous allions immédiatement chez Brett. Elle avait besoin de tout lui expliquer pour lui faire comprendre que ce n'était que la peur de devenir mère. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle mettait déjà sa robe de fête d'hier qui sentait toujours le chlore de la piscine. Je l'ai suivie dans ma voiture, la regardant zigzaguer dans la circulation comme si elle allait s'écraser exprès. Chez Brett, elle a sauté avant même que je puisse mettre la voiture en position de stationnement et a couru vers la porte d'entrée. Elle a frappé des 2 poings tandis que Brett était à la fenêtre du salon, la regardant sans bouger. Elle a continué à frapper la porte jusqu'à ce que ses mains deviennent rouges et enflées. Brett a finalement entrouvert la porte juste assez pour parler à travers l'entrebâillement. Il lui a dit que si elle ne partait pas immédiatement, il appellerait la police et déposerait une ordonnance restrictive. Irène est tombée à genoux juste là sur la pelouse, mendiant juste 5 minutes pour expliquer. Les voisins ont commencé à sortir de leur maison, certains avec des tasses de café, regardant le spectacle comme si c'était un divertissement matinal. Madame Henderson d'à côté filmait déjà avec son téléphone. J'ai attrapé Irène sous les bras et je l'ai tirée vers la voiture tandis que Brett sortait en fait son téléphone et commençait à composer. Elle haletait à propos de l'adoption, de la promotion, de tout ce qu'elle avait voulu dans sa vie qui venait de disparaître. Dans la voiture, elle a finalement admis la vérité en sanglotant. Elle avait été terrifiée à l'idée de devenir mère, de ne pas être assez bonne, de se perdre complètement, alors elle a tout détruit avant que cela ne puisse la décevoir. Les conséquences s'étendent. De retour à l'hôtel, je l'ai aidée à configurer un nouveau téléphone pendant qu'elle mettait à jour notre discussion de groupe familial sur le mien. Nos tantes prenaient en parti, tante Carole disant que Brett méritait mieux, et tante Linda défendant qu'Irène traversait une crise.
Les cousins postèrent leurs opinions et théories sur le moment où cela avait réellement commencé. Maman continuait d'écrire de longs messages suppliant tout le monde d'arrêter de se disputer et de penser à la famille. Le chat comptait plus de 300 messages depuis l'annonce d'adoption de Brett. Puis quelqu'un a posté une vidéo plus longue de la fête que personne n'avait encore vue. Elle montrait Irene et Tate se faufiler dans le pool house 20 minutes avant que Brett ne les trouve. Elle regardait autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. Les commentaires ont commencé immédiatement et quelqu'un l'avait rendu public. Ainsi, des étrangers traitaient Irene de noms horribles. Ses amis du travail le regardaient. Ses amis d'université, tous ceux qu'elle avait jamais rencontrés, regardirent sa réputation être détruite en temps réel. Maria m'a envoyé un SMS me demandant de nous rencontrer seuls au café près de mon appartement. Quand je suis arrivé, elle n'avait pas dormi non plus. Elle a admis qu'elle avait aidé à couvrir Irene 3 fois lorsqu'elle rencontrait Tate. Elle a dit à Brett qu'Irene était avec elle alors qu'elle était dans un motel. Elle a juré qu'elle avait dit à Irene d'arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Mais elle se sentait mal de ne pas avoir averti Brett. Elle n'arrêtait pas de pincer sa serviette jusqu'à ce qu'elle soit en lambeaux sur toute la table. Cet après-midi-là, Brett m'a envoyé un SMS avec une fenêtre de 2 heures le jeudi où Irene pourrait sortir ses affaires essentielles de la maison. Il ne serait pas là, et elle ne pourrait prendre que des vêtements et des articles de toilette de base, rien qui leur appartenait à tous les deux. Irene m'a supplié de l'accompagner car elle ne pouvait pas affronter cette maison seule. Le jeudi est arrivé et nous sommes entrés dans l'allée de la maison où elle avait vécu pendant 8 ans. Brett avait laissé la porte du garage ouverte et des boîtes empilées à l'intérieur étiquetées « Vêtements seulement » et « Articles de bain seulement » de son écriture soignée. Nous avons commencé à emballer ses affaires dans des sacs poubelles car nous n'avions pas apporté de boîte. Dans chaque pièce étaient toujours accrochées leurs photos de mariage, leurs visages nous souriant de chaque mur. Dans la chambre, son côté du placard semblait violet avec des cintres écartés et des tiroirs ouverts par Brett vérifiant ce qu'elle avait pris. Nous avons travaillé en silence jusqu'à ce que nous arrivions à la pièce au bout du couloir. La porte était peinte d'animaux de la jungle et à l'intérieur se trouvait un berceau blanc déjà assemblé avec un mobile suspendu au-dessus. Les murs étaient d'un jaune doux avec des éléphants et des girafes peints à la main marchant autour des bords. Une chaise berçante était dans le coin avec un agneau en peluche sur le siège. Irene a jeté un coup d'œil et s'est enfuie, haletant comme si elle ne pouvait pas respirer. Elle a atteint la salle de bain avant de vomir, tout son corps tremblant. J'ai fini d'emballer pendant qu'elle était assise dans la voiture, la tête entre les genoux, essayant de ne pas s'évanouir. La vérité complète. De retour chez Brett, je suis entré pour prendre le dernier sac pendant qu'Irene restait dans la voiture. La porte du bureau à domicile de Brett était ouverte et j'ai vu des papiers éparpillés sur son bureau. Un dossier d'adoption était là avec des notes autocollantes jaunes partout, des chronologies marquées de l'écriture soignée de Brett. La carte de visite de l'assistante sociale était attachée à l'avant avec Magiao imprimé dessus. Je n'ai rien touché, mais ce nom est resté gravé dans mon esprit pendant que je sortais le sac. Dans la voiture, Irene a continué d'appeler Tate encore et encore pendant que je conduisais vers l'hôtel. 5 appels sont allés directement à la messagerie vocale. Elle laissait des messages désespérés lorsque son téléphone a finalement vibré avec un SMS. Elle l'a lu à voix haute d'une voix neutre. « Je ne peux pas parler. Ma femme sait tout. Veuillez cesser de me contacter. » Le téléphone lui a glissé de la main et est tombé sur le sol. Elle a regardé dans le vide pendant que je me garais à l'hôtel. Dans sa chambre, elle s'est assise sur le lit, rafraîchissant son courrier électronique de travail toutes les quelques secondes. Un courriel de Ricardo Howell, son patron, est apparu. L'objet disait « Urgent, besoin de discuter des événements récents ». Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. Il lui demandait de l'appeler lundi matin au sujet de son poste. Elle n'avait même pas pensé au travail voyant la vidéo de la fête. La réalité l'a frappé que tout le monde dans son entreprise était probablement déjà au courant. Son téléphone a commencé à vibrer avec des notifications de la discussion de groupe familial. Leila Flores avait envoyé un long message à tout le monde exigeant de savoir qui était au courant de l'aventure. Elle a écrit que plusieurs personnes devaient avoir vu des signes lors d'événements familiaux et elle voulait des comptes pour qui avait facilité cette trahison. Plus de messages ont afflué alors que les membres de la famille commençaient à répondre. Maman a essayé d'appeler Leila pendant que je regardais Irene lire les messages. J'ai pu entendre maman se faire crier dessus à travers le téléphone de l'autre côté de la pièce. Cette nuit-là,
Maman est apparue dans la chambre d'hôtel avec les yeux rouges et des mouchoirs fourrés dans son sac à main. Elle s'est assise sur la chaise près de la fenêtre et a commencé à pleurer sur la façon dont notre famille se détruisait. Elle a admis qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas lors du dernier barbecue familial, lorsqu'elle a vu Irene et Tate parler près du garage pendant trop longtemps. Elle ne voulait pas croire que quelque chose de mal se passait. Je lui ai dit que je gardais Irene en sécurité, mais que je n'allais mentir à personne sur ce qui s'était passé. Maman a hoché la tête et a essuyé ses yeux. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a fait me figer. Elle nous a dit que papa avait eu une aventure il y a des années qui avait failli mettre fin à leur mariage. Ils s'étaient séparés pendant 3 mois lorsque nous étions au lycée. Je me souvenais qu'on nous avait dit que papa voyageait pour le travail. Maman a dit qu'elle avait dit à Irene à l'époque de toujours avoir des options et de ne jamais dépendre entièrement d'une seule personne. Elle pensait qu'elle donnait de bons conseils, mais maintenant, elle se demandait si elle avait planté de terribles graines. Irene la fixa comme si elle voyait maman pour la première fois. Mon téléphone a sonné alors que maman parlait encore. Le nom de Brett est apparu à l'écran. J'ai fait un pas vers la salle de bain pour répondre. Il a dit que l'agence d'adoption avait besoin d'une mise à jour sur la situation familiale. Il était censé fournir des références sur l'environnement familial. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a demandé si je serais toujours honnête avec eux. Il a mentionné qu'ils allaient nommer le bébé d'après sa défunte mère, Margaret. Je pouvais l'entendre essayer de ne pas pleurer. J'ai dit oui, que je leur parlerais s'ils appelaient. Conséquences professionnelles. Le lendemain, Majiao m'a appelé. Elle était professionnelle, mais je pouvais dire qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Je me suis attaché aux faits de base sur ce qui s'était passé à la fête. Elle a expliqué que des perturbations majeures comme celle-ci pouvaient mettre en pause ou annuler les approbations d'adoption, surtout avec le début de la séparation légale. Elle a dit qu'il devrait réévaluer la stabilité du foyer. Les conséquences continuaient de s'étendre au-delà de ce que quiconque avait imaginé cette nuit-là. Le lundi matin est arrivé et Irene a enfilé sa tenue la plus professionnelle pour rencontrer Ricardo à son bureau. Je l'ai déposée et j'ai attendu sur le parking. Elle est sortie 40 minutes plus tard, pâle. Ricardo lui avait expliqué que le poste de directrice principale était désormais reporté indéfiniment. Les membres du conseil avaient vu les vidéos de la fête circuler en ligne et avaient des inquiétudes concernant son jugement et sa stabilité. Elle avait toujours son emploi actuel, mais toute promotion était hors de question. Cet après-midi-là, alors qu'Irene était allongée sur le lit, regardant le plafond, Maria m'a envoyé un SMS. Elle avait entendu de quelqu'un à son gymnase qu'une personne de la compagnie de Brett avait délibérément partagé la vidéo de la fête avec le lieu de travail d'Irene. Quelqu'un voulait détruire non seulement son mariage, mais aussi sa carrière. Quand je l'ai dit à Irene, elle a commencé à énumérer toutes les personnes qu'elle connaissait dans l'entreprise de Brett, essayant de comprendre qui la détestait autant. Elle est devenue paranoïaque envers tout le monde, se demandant qui d'autre travaillait contre elle. La chambre d'hôtel se sentait plus petite chaque jour, à mesure que les conséquences de cette fête continuèrent de se répandre comme du vin renversé sur un tapis blanc. 2 jours plus tard, j'ai décidé de localiser Tate, car personne ne pouvait le joindre par téléphone. Je l'ai trouvé dans son gymnase habituel du centre-ville, courant sur un tapis roulant comme s'il essayait d'échapper à sa propre peau. Son visage avait l'air creux, et il avait perdu du poids en seulement ces quelques jours depuis la fête. Je me suis tenu juste devant sa machine jusqu'à ce qu'il doive s'arrêter et me reconnaître. Il a enlevé ses écouteurs et est descendu, attrapant une serviette pour essuyer la sueur qui coulait sur son visage. Nous avons marché jusqu'à la zone vide du bar à jus, où il a acheté 2 eaux et s'est assis lourdement sur un tabouret. Il m'a dit que lui et Irene n'avaient jamais cessé de se parler après le lycée. Ils passaient juste des mois sans contact, puis recommençaient à s'envoyer des SMS. Le schéma s'est poursuivi pendant des années, même après qu'ils se soient tous deux mariés à d'autres personnes. Il avait l'air complètement brisé assis là, mais je ne ressentais rien du tout pour lui. Le même après-midi, mon téléphone a vibré avec un courriel de Brett qui avait un document juridique en pièces jointes. L'accord de séparation de son avocat, Cory Butler, était déjà rédigé seulement 2 jours après le désastre de la fête. Brett voulait garder la maison et achèterait la moitié d'Irene à la valeur marchande, divisant leurs économies par 2. La rapidité avec laquelle les avocats se sont impliqués a prouvé qu'il en avait complètement fini avec le mariage. Je l'ai transféré à Irene, qui l'a lu sur son téléphone et a commencé à trembler. Elle n'arrêtait pas de dire que cela se passait trop vite
Mais je lui ai rappelé qu'elle avait une aventure depuis 3 mois. Le désespoir. Le lendemain matin, Majiao a appelé Brett pour mettre à jour la documentation du dossier d'adoption. Elle avait besoin de nouvelles informations sur la situation du foyer et les arrangements de vie pour ses dossiers. Brett m'a appelé juste après, la voix brisée, demandant si je pouvais aller à la réunion avec lui. Il n'était pas sûr de pouvoir parler de la chambre de bébé qu'ils avaient préparée sans s'effondrer complètement. J'ai accepté de les rencontrer chez lui le lendemain. Cette nuit-là, maman est venue à mon appartement avec des plats à emporter chinois et une bouteille de vin. Après son 2e verre, elle a commencé à parler de choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Elle a admis qu'elle et papa s'étaient séparés pendant 2 mois lorsque j'étais au lycée. On nous avait dit, aux enfants, qu'ils voyageaient pour le travail, mais ils restaient en fait dans un motel après que maman ait découvert son aventure. Elle avait dit à Irène à l'époque de ne jamais dépendre entièrement d'une seule personne, de toujours avoir son propre argent et ses propres options. Maman pensait qu'elle donnait de bons conseils, mais maintenant elle se demandait si elle avait planté de mauvaises graines dans la tête d'Irène. Le lendemain matin, je suis allé voir Irène à l'hôtel pour lui parler de la réunion d'adoption. Quand j'ai expliqué que l'adoption pourrait être annulée, elle a complètement paniqué. Elle a commencé à sangloter et a admis qu'elle avait eu peur de devenir mère par l'adoption pendant des mois. Elle n'arrêtait pas de se demander si elle pourrait vraiment aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. La peur la rongeait, et elle pense que c'est pour ça qu'elle a détruit tout ce qui était bon dans sa vie. Elle m'a attrapé les mains et m'a supplié de ne pas parler de ses peurs à Brett, car cela le blesserait encore plus. Plus tard ce jour-là, Ricardo a appelé Irène pendant que j'étais encore là. Elle l'a mis sur haut-parleur et il l'a averti que les ressources humaines avaient reçu de multiples plaintes concernant la vidéo de la fête circulant. Il lui a dit de rester complètement à l'écart des médias sociaux et de garder un profil bas au travail. Ses 20 ans de carrière dans l'entreprise ne tenaient qu'à un fil, et tout drame supplémentaire pourrait y mettre fin. Cette nuit-là, Leila m'a envoyé un SMS exigeant que je lui donne des dates et des détails pour son avocat spécialisé en divorce. Elle voulait que je confirme quand j'avais vu Tate et Irène ensemble lors d'événements familiaux. Je lui ai dit que je n'allais pas être sa piqueuse de preuves et de me laisser en dehors de son désordre. Elle est devenue désagréable et a dit qu'elle dirait à tout le monde que je protégeais Tate. Mais je me fichais de ses menaces. Le lendemain matin, ce fut la réunion d'études à domicile de Brett avec Majiao. Brett pouvait à peine prononcer des mots lorsque nous avons marché dans la chambre de bébé qu'il avait peinte en jaune avec de petits éléphants sur les murs. J'ai répondu à la plupart des questions de Majiao sur les changements dans le foyer pendant que Brett se tenait là, fixant le berceau vide. Majiao est restée professionnelle, mais je pouvais voir qu'elle se sentait mal pour lui alors qu'elle écrivait des notes sur la fin du mariage. Après son départ, Brett est resté assis dans la chambre de bébé pendant 1 heure, regardant simplement dans le vide. Sans retour. Cette nuit-là, Irène a passé 2 heures à écrire un long SMS d'excuses à Brett. Elle m'a d'abord envoyé des captures d'écran, demandant si cela aiderait. Le message disait qu'elle savait qu'elle avait tout détruit et suppliait pour juste une chance de plus d'expliquer. La réponse de Brett est arrivée en quelques minutes avec juste une phrase lui disant que les excuses ne pouvaient pas reconstruire la confiance et de ne communiquer que par l'intermédiaire des avocats. Irène a fixé l'écran de son téléphone pendant plus d'1 heure, lisant cette ligne encore et encore. Le lendemain, Maria m'a demandé de la rencontrer dans un café près de son bureau. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a admis qu'elle avait supprimé des messages Instagram où Irène avait parlé d'avoir peur de l'adoption. Maria pensait qu'elle protégeait son amie en cachant la preuve, mais elle réalisait maintenant qu'elle avait simplement facilité l'aventure. Elle m'a montré son téléphone où elle avait encore des captures d'écran de certains messages avant de les supprimer. Irène avait écrit des choses comme se sentir piégée par le calendrier d'adoption et se demander si avoir une aventure lui donnerait une excuse pour retarder. Maria lui avait dit que ce n'était que des doutes et de se concentrer sur son mariage. La dissimulation était beaucoup plus profonde que quiconque ne le savait, et Maria avait aidé à la cacher pendant des mois. J'ai quitté le café en me sentant mal à cause du nombre de personnes qui avaient été au courant et qui n'avaient rien dit. 3 jours plus tard, l'avocat de Brett, Cory Butler, m'a envoyé par courriel une copie de l'accord de séparation en même temps que celui qu'il a envoyé à Irène. Le document faisait 20 pages de termes juridiques sur la division de leurs actifs et de leurs dettes. Irène m'a appelé en pleurant car elle ne pouvait pas comprendre la moitié des mots. J'ai conduit jusqu'à sa chambre d'hôtel
et nous nous sommes assises sur le lit pour parcourir chaque page. La maison valait 300 000 dollars, et Irène en possédait la moitié, donc Brett lui paierait 50 000 pour racheter sa part. Elle devait renoncer à toute réclamation sur leur compte de retraite qui avait 80 000 de plus. Son héritage familial de sa grand-mère n'a pas été considéré comme une propriété conjugale. Les prêts automobiles seraient divisés en fonction du nom sous lequel chaque prêt était contracté. La dette de carte de crédit commune serait divisée en parts égales. Irène continuait de lire la même ligne encore et encore concernant le fait de n'avoir droit à aucun gain ou bonus futur. Brett avait déjà changé le bénéficiaire de son assurance vie, le passant d'elle à son frère. Chaque page rendait la fin de leur mariage plus réelle et froide. Pendant que nous continuions à lire, mon téléphone a sonné avec l'appel de Brett. Il m'a demandé si je pouvais le rencontrer. Lui et Mila, chez lui demain car l'agence d'adoption avait besoin de prendre une décision. J'ai accepté, même si je savais qu'Irène serait en colère. Le lendemain matin, je les ai rencontrés dans ce qui aurait été la chambre de bébé. Mila s'est assise sur la chaise berçante que Brett avait montée, tandis qu'il se tenait près de la fenêtre. Elle a expliqué que le conseil d'administration de l'agence avait examiné leur dossier et avait voté de le mettre en suspens pendant un minimum de 6 mois. Après cela, Brett pourrait refaire une demande en tant que père célibataire s'il le souhaitait. Elle a dit que le nom qu'ils avaient choisi pour le bébé, Harry, en l'honneur de la mère de Brett, serait conservé au dossier au cas où il irait de l'avant seul. Brett s'est contenté de hocher la tête et de signer les documents qu'elle avait apportés. Après le départ de Mila, Brett s'est assis par terre dans la chambre de bébé pendant 20 minutes sans rien dire. Je voulais le réconforter, mais je ne savais pas comment. Quand je suis retourné à l'hôtel d'Irène, elle attendait dans le hall, l'air furieux. Elle avait aperçu ma voiture chez Brett en passant, espérant lui parler. Elle a commencé à crier que je la trahissais en l'aidant avec l'adoption. Elle a dit que je prenais son parti et abandonnais ma propre sœur. Les gens dans le hall regardaient fixement pendant qu'elle m'accusait de vouloir l'échec de son mariage. Je lui ai dit de se calmer, mais cela l'a rendue encore plus en colère. Elle a dit que je devrais mentir à Mila en disant que Brett était une mauvaise personne, afin qu'il ne puisse pas adopter seul. Je lui ai rappelé que les mensonges étaient exactement ce qui avait détruit sa vie en premier lieu. Elle m'a giflé. Le directeur de l'hôtel s'est approché et a dit qu'il appellerait la sécurité si nous ne partions pas. Sur le parking, j'ai dit à Irène que j'avais besoin de fixer des limites claires. Je l'aiderais avec des choses pratiques comme comprendre les documents légaux ou trouver un appartement. Mais je ne mentirais à personne ni n'inventerais d'histoire pour soutenir sa cause. Je n'espionnerai pas Brett et je ne lui transmettrai pas de message. Si elle voulait mon soutien, elle devait commencer à être honnête avec elle-même et avec tout le monde. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage, mais a finalement hoché la tête. Elle a dit qu'elle comprenait, même si je pouvais voir qu'elle pensait que j'étais cruel. Un nouveau départ amer. La semaine suivante, Ricardo a appelé Irène avec une mise à jour sur son travail. Le poste de directrice principale était parti pour de bon, mais il pouvait lui offrir autre chose. Il y avait un poste vacant dans un département différent pour un rôle de manager normal. Cela signifiait une réduction de salaire de 20% et elle devrait rendre compte à quelqu'un qui était autrefois sa collègue. Elle devrait prouver qu'elle était stable pendant 6 mois avant toute discussion de promotion. C'était humiliant, mais elle avait besoin du revenu. Elle a accepté immédiatement et l'a remercié de ne pas l'avoir licenciée complètement. Le même après-midi, Cory Butler a déposé les documents de séparation officiels au palais de justice. On m'a envoyé une copie de la confirmation par courriel car j'étais répertorié comme contact. La ligne d'objet disait « Perkins contre Perkins dépôt initial », ce qui rendait tout définitif. Il n'y avait aucune mention de conseil ou de tentative de réconciliation, seulement des formulaires concernant la division des biens et l'établissement de foyers séparés. Le divorce serait finalisé dans 6 mois si aucune des parties ne contestait quoi que ce soit. Maman est venue ce soir-là et nous avons parlé de l'effondrement de la famille. Elle a fondu en larmes et a admis qu'elle avait enseigné à Irène de terribles leçons sur les relations. Elle a dit qu'elle nous avait toujours dit, à nous les filles, de garder des secrets pour éviter les conflits. Elle pensait qu'elle maintenait la paix, mais elle nous apprenait en fait à cacher les problèmes au lieu de les résoudre. Elle a réalisé qu'Irène avait appris à cacher ses peurs de l'aventure au lieu d'en parler à Brett. Maman a dit que notre grand-mère faisait la même chose, gardant le silence sur les problèmes jusqu'à ce qu'ils explosent.
3 générations de femmes qui pensèrent que les secrets étaient plus sûrs que l'honnêteté. Nous avons toutes les deux pleuré, réalisant à quel point ces schémas avaient nui à toute notre famille. Le gâteau gâché et l'aveuglement de la peur. Le lendemain, je suis allé faire les courses et je me suis souvenu que le gâteau d'anniversaire était toujours dans mon coffre. Je l'avais complètement oublié dans tout le chaos. Le glaçage avait fondu et coulé sur les côtés. Les roses que j'avais soigneusement décorées n'étaient plus que des flaques de couleur. Le joyeux 30e Irène était à peine lisible. Il sentait aigre et avait probablement attiré des insectes. J'ai pris une photo et l'ai envoyée par SMS à Irène pour lui demander si elle voulait le voir avant que je ne le jette. Elle est arrivée immédiatement et a fixé le gâteau gâché pendant 5 minutes. Elle m'a demandé de l'aider à le porter jusqu'à la benne à ordures. Pendant que nous le jetions, elle a dit que c'était le symbole parfait de tout ce qu'elle avait détruit par ses choix. Nous sommes restés près de la benne à ordures en silence pendant un moment avant qu'elle ne parte en voiture. 2 jours plus tard, Tate m'a envoyé un SMS me suppliant de le rencontrer dans un parc. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai décidé d'écouter ce qu'il voulait. Il avait l'air terrible avec des poches sous les yeux et des vêtements dépareillés. Il a dit qu'Hila avait accepté de le laisser revenir temporairement pour essayer de sauver leur mariage, mais elle voulait des documents sur le moment où l'aventure avait commencé et s'était terminée. Il m'a demandé de mentir et de dire que cela n'avait duré que quelques semaines au lieu de 3 mois. Il a dit que cela l'aiderait à sauver sa famille. Je lui ai dit que j'étais dégoûté. Il avait détruit 2 mariages et maintenant il voulait que je mente pour lui. Je lui ai dit qu'il devait faire face aux conséquences de ses choix comme tout le monde. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter et je suis parti tandis qu'il m'appelait. Ce soir-là, Mila a appelé Irène directement, ce qui a surpris tout le monde. Elle a dit que l'agence voulait offrir des ressources même si l'adoption était en suspens. Elle a envoyé par courriel des liens vers des conseillers en deuil spécialisés dans l'interruption de l'adoption et la perte de la parentalité potentielle. Elle a dit que l'agence comprenait qu'Irène avait perdu quelque chose de réel. Bien que le bébé n'ait jamais été placé chez eux, c'était une gentillesse inattendue de la part de quelqu'un qui avait toutes les raisons de juger durement Irène. Irène m'a appelé en sanglotant après la conversation. Elle n'arrêtait pas de dire « J'aurais pu être une bonne mère, encore et encore ». La réalité de ce à quoi elle avait renoncé pour une aventure avec quelqu'un qui ne la voulait même pas s'enfonçait enfin complètement. Le lendemain matin, Irène a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas et a appelé pour trouver un thérapeute spécialisé dans l'autosabotage et la destruction de relations. Elle a pris rendez-vous pour cette même semaine et y est allée seule sans le dire à personne d'autre, ce qui m'a fait penser qu'elle était peut-être sérieuse au sujet de changer pour une fois. La paranoïa et le sabotage Ricardo l'a appelé cet après-midi-là, alors que je l'aidais à déballer des boîtes à l'hôtel et l'a averti de ne rien publier sur les réseaux sociaux qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Car les gens continuaient de partager des vidéos de la fête. Elle m'a montré son téléphone où elle avait écrit une citation inspirante vague sur « renaître de ses cendres », mais l'a ensuite supprimée sans la publier. Elle a finalement compris qu'elle devait disparaître complètement de la vue du public. 2 jours plus tard, Brett m'a envoyé un SMS me demandant de venir chercher le reste des affaires d'Irène dans le garage et le grenier car il ne voulait pas s'en occuper. J'ai accepté, mais j'ai gardé notre conversation strictement professionnelle. Nous n'avons pas parlé de sentiments ou de ce qui s'était passé. Le garage sentait leur vie commune avec du vieux matériel de camping et des décorations de Noël mélangées à ces boîtes d'université, et j'ai dû m'empêcher de pleurer en chargeant tout dans ma voiture. À l'étage, dans le grenier, j'ai trouvé plus de boîtes étiquetées avec leur date de mariage et des souvenirs de vacances. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir le dossier d'adoption sur son bureau avec de nouvelles notes autocollantes qu'il avait ajoutées. Disant en suspens 6 mois, et en dessous, refaire une demande en tant que père célibataire, avec ce point d'interrogation qui m'a juste brisé le cœur parce qu'il subissait 2 pertes à la fois. Maman est venue ce soir-là pendant que je triais les boîtes et a commencé à pleurer à propos de sa propre culpabilité dans tout ce gâchis. Elle a admis qu'elle avait fait pression sur Irène pendant des mois pour qu'elle demande à Brett d'avancer au travail, ne sachant pas qu'il l'arrangeait déjà secrètement comme surprise d'anniversaire. Elle n'arrêtait pas de dire que peut-être si elle n'avait pas ajouté cette pression, Irène n'aurait pas paniqué à propos de tous les changements de vie qui se produisaient en même temps et tout gâché avec Tate. Tout le monde regardait en arrière pour essayer de comprendre son rôle dans ce désastre. 3 jours plus tard, Irène est sortie de sa première vraie séance de thérapie l'air épuisé.
mais d'une certaine manière plus calme que je ne l'avais vue depuis des semaines. Elle n'a pas partagé tous les détails, ce qui était inhabituel pour elle. Elle a juste dit qu'elle avait beaucoup de travail à faire sur elle-même, et la thérapeute lui avait donné des devoirs sur l'identification de ces schémas de peur qui ont mené à l'aventure. Le même après-midi, Hila m'a envoyé un SMS à nouveau pour dire qu'elle avait déposé les papiers de divorce contre Tate et qu'elle avait besoin qu'Irene signe une déclaration sous serment concernant le début et la fin de l'aventure pour son avocat. J'ai répondu que j'avais fini d'être la messagère de tout le monde et j'ai bloqué son numéro car je ne pouvais pas supporter d'être traînée dans son drame de divorce non plus. Elle devrait obtenir ses preuves ailleurs. Le lendemain matin, j'ai rencontré Brett dans un café pour lui remettre du courrier qui était arrivé à la maison pour Irene. Et il a mentionné quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Mila de l'agence d'adoption lui avait dit qu'ils avaient reçu des appels anonymes des semaines avant la fête, avertissant de problèmes dans leur mariage et suggérant qu'ils n'étaient pas assez stables pour un bébé. Quelqu'un avait essayé de saboter l'adoption avant que tout n'explose à la fête. Et Brett soupçonnait que c'était quelqu'un de notre famille qui était au courant de l'aventure. Quand j'ai vu Irene plus tard, je lui ai demandé avec prudence si elle avait déjà contacté l'agence d'adoption et j'ai vu son visage s'effondrer tandis qu'elle admettait la vérité. Elle les avait appelés une fois après une dispute avec Brett des mois auparavant, se renseignant sur les retards dans le processus. Elle n'essayait pas exactement de saboter les choses, mais elle voulait définitivement retarder tout parce qu'elle était terrifiée. Sa peur contrôlait ses décisions des mois avant le désastre de la fête. Brett m'a envoyé un SMS le lendemain pour dire qu'il avait confirmé qu'il y avait en fait eu un deuxième appel anonyme provenant d'un numéro différent, avertissant l'agence de secret de famille qui pourrait affecter l'adoption. Il commençait à réaliser que plusieurs personnes étaient au courant des problèmes et avaient essayé d'interférer en coulisses au lieu d'être directes et honnêtes. La confiance n'était pas seulement brisée entre lui et Irene, mais dans toute notre famille et notre groupe d'amis. Maria m'a appelé l'après-midi suivant, demandant de se rencontrer dans le même café où nous avions parlé auparavant. Elle avait l'air terrible quand elle est entrée, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi et a commencé à pincer une serviette pendant que j'attendais qu'elle parle. Après quelques minutes, elle a finalement levé les yeux et m'a dit qu'elle devait avouer quelque chose. Elle avait été l'une des personnes qui avait appelé l'agence d'adoption au sujet des problèmes conjugaux de Brett et Irene. Elle pensait qu'elle protégeait un futur bébé d'être introduit dans un foyer instable. Elle a réalisé maintenant qu'elle avait violé la vie privée de tout le monde et rendu les choses bien pires en interférant derrière le dos de tout le monde. Je suis restée là, stupéfaite, tandis qu'elle expliquait à quel point elle se sentait coupable d'avoir facilité l'aventure d'Irene, puis d'avoir essayé d'arranger les choses derrière le dos de tout le monde. Séparation. Légale et petite victoire. 2 jours plus tard, j'ai emmené Irene au bureau de son avocat pour signer les papiers de séparation. Brett était déjà là avec Cory quand nous sommes arrivés, assis à l'extrémité opposée de la table de conférence. Les mains d'Irene tremblaient, tandis qu'elle signait chaque page pendant que les avocats expliquaient les termes. Elle obtiendrait 50 000 $ pour sa part de la maison et rien de plus. Lorsqu'elle a signé son nom, elle l'a écrit Irene Johnson, revenant déjà à son nom de jeune fille. Brett ne l'a pas regardé une seule fois pendant toute la réunion. Les avocats ont ramassé les papiers et Brett est parti sans nous dire un mot à toutes les deux. Irene est restée assise sur le parking après, fixant sa copie de l'accord. La même semaine, Ricardo a appelé Irene à son bureau pour discuter de son nouvel arrangement de travail. Il avait élaboré un plan d'amélioration des performances qui fixait des exigences spécifiques pour les 6 prochains mois. Elle devait le rencontrer tous les mois pour revoir ses progrès et prouver qu'elle pouvait gérer ses responsabilités. Toute date limite manquée ou tout comportement non professionnel entraînerait un licenciement. Elle a signé le document avec gratitude car elle avait besoin du revenu même avec la réduction de salaire de 20%. Pendant ce temps, Brett a rencontré Mila au sujet du statut du dossier d'adoption. Elle a expliqué qu'il pouvait mettre la demande en pause indéfiniment ou la convertir en éligibilité pour l'accueil familial en tant que père célibataire. Brett a choisi de tout mettre en pause pendant 6 mois pour décider ce qu'il voulait. Mila a dit qu'elle comprenait et qu'elle ferait le point dans 3 mois pour voir si quelque chose avait changé. Il m'a dit plus tard qu'il ne pouvait pas imaginer élever un enfant seul pour le moment, mais qu'il ne voulait pas fermer cette porte pour toujours. Une semaine plus tard, j'ai passé mon samedi à aider Irene à chercher des appartements qu'elle pouvait se permettre avec son salaire réduit. Nous avons visité 5 endroits différents, chacun plus petit et plus déprimant que le précédent.
Elle a finalement choisi un appartement d'une chambre à 3 pâtés de maison de chez maman. Le bâtiment était vieux et l'appartement avait besoin d'être peint, mais il était propre et bon marché. Elle a plaisanté amèrement en disant qu'au moins elle n'aurait pas besoin d'une deuxième chambre pour une chambre de bébé maintenant. Je l'ai aidée à remplir la demande de location pendant qu'elle essayait de ne pas pleurer. Le jour du déménagement est arrivé 2 semaines plus tard et j'ai emprunté le camion de papa pour aider à transporter ses affaires de l'hôtel. Elle n'avait pas grand-chose car Brett avait gardé la plupart des meubles dans l'accord de séparation. Nous avons emballé ses vêtements, quelques articles de cuisine et quelques affaires personnelles dans des boîtes. Lorsque nous sommes arrivés au fond d'une boîte, elle a trouvé la figurine de gâteau de mariage enveloppée dans du papier de soie. Elle l'a tenue pendant un long moment avant de la mettre dans une boîte de souvenirs au lieu de la poubelle. Elle n'était pas encore prête à jeter tout ce qui faisait partie de son ancienne vie. Ce soir-là, Brett a envoyé un courriel à tous ceux qui avaient à contribuer à l'argent pour les dépenses de la fête. Il voulait rembourser les contributions de tout le monde, y compris les $300 que j'avais dépensés en fourniture pour le gâteau. J'ai répondu que je ne voulais pas l'argent et que je préférais ne pas avoir de souvenir de cette nuit. Il a répondu avec seulement 2 mots dans sa réponse. La guérison et le silence. Quelques jours plus tard, Maria m'a envoyé un SMS pour dire qu'elle et Irène s'étaient rencontrées pour parler de leur amitié. Elle n'a pas donné de détails, mais a dit qu'elles avaient décidé de prendre une longue pause l'une de l'autre pour guérir. 20 ans d'amitié étaient pratiquement terminés car aucune des deux ne pouvait faire confiance à l'autre. Maria se sentait coupable d'avoir couvert l'aventure, et Irène se sentait trahie par l'appel à l'agence d'adoption. Elles avaient besoin d'espace l'une de l'autre indéfiniment. La semaine suivante, maman est apparue à l'appartement d'Irène avec des sacs d'épicerie. J'étais là, aidant Irène à déballer les dernières boîtes lorsque maman est arrivée avec assez de nourriture pour 2 semaines. Elle a commencé à ranger des choses dans la cuisine pendant qu'Irène et moi regardions. Puis maman a commencé à faire le dîner, coupant des légumes et cuisinant des pâtes sans dire grand-chose. Irène s'est jointe à elle et elles ont travaillé côte à côte en silence. Personne n'a parlé du divorce, de l'aventure ou de tout le drame. Elles ont juste cuisiné ensemble comme si de rien n'était. Parfois, la meilleure guérison se produit dans des moments calmes et normaux lorsque la vie continue. Après le dîner, maman a serré Irène dans ses bras et est partie sans grand discours ni conseil. 3 jours plus tard, Mila a envoyé la confirmation officielle que le dossier d'adoption était en suspens pendant 6 mois. Elle a inclus des documents montrant que Brett pouvait réactiver le processus après ce temps s'il le souhaitait. Elle ferait le point dans 3 mois pour voir si les circonstances avaient changé pour l'un d'eux. La possibilité d'adoption n'était pas complètement morte, mais elle n'était pas vraiment vivante non plus. Irène a reçu la nouvelle par l'intermédiaire de son avocat et a passé le reste de cette journée au lit. Les semaines suivantes, Irène s'est construit une routine stricte qui la tenait occupée du matin au soir. Elle se réveillait à 6 heures pour aller au gymnase, travailler ses heures réduites au bureau, aller directement en thérapie 2 fois par semaine, puis rentrer à la maison et se coucher tôt. Elle a supprimé toutes ses applications de médias sociaux et a cessé d'aller à tout événement familial où elle pourrait rencontrer des gens de la fête. Quand elle m'a demandé de ne rien dire à Brett et de ne pas partager mes progrès avec lui, j'ai accepté, même si c'était étrange de garder des secrets entre eux après avoir tout partagé pendant 8 ans. Ils devenaient des étrangers qui connaissaient par hasard les secrets les plus profonds de l'autre. Brett m'a envoyé un SMS au sujet de courrier qui continuait d'arriver à la maison pour Irène. Nous nous sommes donc rencontrés dans un café du centre-ville pour l'échanger. Il avait l'air mieux que la dernière fois que je l'avais vu, comme s'il s'était entraîné et avait mangé. Mais ses yeux avaient ce regard fatigué que les gens ont après une intervention chirurgicale majeure ou après avoir perdu quelqu'un de proche. Nous avons gardé la conversation courte et pratique, ne parlant que des factures qui devaient être réacheminées, et si Irène avait mis à jour son adresse auprès du bureau de poste. Nous savions tous les deux que l'autre souffrait, mais il n'y avait rien que nous puissions dire qui aiderait. Toute la réunion a duré 10 minutes, et nous nous sommes séparés sans mentionner l'adoption, la fête ou quoi que ce soit qui comptait. À peu près au même moment, Tat a complètement disparu de tous les événements familiaux et a supprimé ses comptes de médias sociaux. Maman a appris par son frère qu'il essayait de sauver son mariage avec Hila, mais elle a déposé les papiers de divorce quand même et l'a mis à la porte. Il s'est retrouvé dans un petit studio de l'autre côté de la ville, travaillant des doubles équipes pour payer 2 endroits, car Hila a gardé leur maison.
Personne dans la famille ne s'est senti mal pour lui, car il avait menti sur le fait d'être divorcé et détruit 2 mariages en une nuit. Ses conséquences étaient aussi graves que celles d'Irène, mais au moins, elle n'avait pas menti sur le fait d'être célibataire lorsque l'aventure a commencé. Après 6 semaines à son nouveau poste, Ricardo a appelé Irène à son bureau pour sa première évaluation des performances. Elle m'a dit plus tard qu'elle était sûre d'être licenciée, mais il a juste souligné que son travail s'était stabilisé et qu'elle répondait à toutes les exigences de base. Il n'y a eu aucune mention du poste de directrice principale ou de toute promotion future. Juste la reconnaissance qu'elle se débrouillait bien à son niveau actuel. Elle est rentrée à la maison et a pleuré parce que se débrouiller bien ressemblait à une si petite victoire, mais c'était mieux que de tout perdre. La même semaine, Mila a envoyé à Irène un colis avec des livres et des brochures sur la façon de gérer le deuil lorsque les plans d'adoption échouent. Les documents parlaient de pleurer la perte d'enfants qui ne sont jamais nés et de rêves de maternité qui ne se réaliseraient pas. C'était un geste si gentil de la part de quelqu'un qui n'avait plus aucune raison de se soucier d'elle, qu'Irène s'est assise sur le sol de sa cuisine en les lisant et en sanglotant. Elle m'a dit plus tard que cela l'avait aidée à réaliser qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde qui comprenaient que perdre l'opportunité d'adopter faisait aussi mal que d'autres types de pertes. Une nuit, Irène et moi avons finalement parlé honnêtement de tout ce qui avait mené à l'aventure. Elle a évoqué l'aventure de papa il y a 10 ans et comment maman lui avait dit de toujours avoir des plans de secours et de ne jamais se sentir piégée dans un mariage. Elle pouvait voir maintenant à quel point ce conseil, destiné à la protéger, l'avait tellement effrayée de dépendre de Brett qu'elle a détruit la seule personne qui construisait réellement un avenir avec elle. Elle comprenait maintenant le schéma, comment la peur la poussait à gâcher les bonnes choses. Mais comprendre n'a rien arrangé et n'a pas ramené Brett. Nous étions assises dans son appartement vide, entourées de boîtes qu'elle n'avait toujours pas déballées, sachant toutes les deux qu'elle devrait vivre avec ses choix pour toujours. Ce week-end-là, Brett a posté sa première mise à jour sur les réseaux sociaux depuis la fête. Juste un message simple disant qu'il se concentrait sur le travail et la guérison personnelle, sans projet immédiat de rencontre ou de poursuite de l'adoption. Les commentaires étaient de soutien, mais personne n'a écrit de longs messages ni essayé de le mettre en contact avec qui que ce soit. Tout le monde a compris que ce n'était pas une histoire avec une fin heureuse, juste un homme essayant de reconstruire sa vie après la trahison. Il choisissait de gérer la dévastation avec dignité, au lieu de colère ou de vengeance. Quelques jours plus tard, je suis passé à l'appartement d'Irène pour lui déposer une boîte qu'elle avait oubliée chez maman. Elle ne m'a pas invité à entrer, mais j'ai pu voir à travers la porte qu'elle avait la figurine de gâteau de mariage posée sur le comptoir de sa cuisine, juste à côté de la lettre d'approbation d'adoption imprimée qu'ils avaient reçue la semaine précédant la fête. Elle m'a vu regarder et a rapidement fermé la porte, comprenant toutes les deux que c'était là que ses décisions l'avaient menée. Il n'y avait rien que je puisse dire pour améliorer les choses, et elle ne voulait pas non plus de réconfort. Certaines erreurs sont trop grandes pour des excuses, et certains silences contiennent plus de vérité que les mots ne le pourraient jamais. Voilà comment tout s'est déroulé pour moi. Mais je veux savoir comment vous le voyez. Auriez-vous fait la même chose ou pris un chemin différent? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je vérifierai.